Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la troisième étape du Tour de la Provence. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans la journée, coureur, top, flop. On parlera bien entendu de la chute en tout début de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, ce que vous avez pensé de ce Dodan dans les 200 derniers mètres. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, et bien plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. On commence tout de suite par cette étape. Je ne vais pas vous en faire un résumé parce qu'on a déjà eu la magnifique performance d'avoir une retransmission télé qui était de même pas 25 km aujourd'hui de retransmission télé. Je me dis que des fois les organisateurs, et là c'est ASO et les télés, dans ce cas-là, faites un résumé, vous faites pas chier à diffuser l'étape en direct. Parce que là, grosso modo, ce qui s'est passé avec Raoul Garcia-Bernal, on n'a pas vraiment compris. Donc ça aurait été bien d'avoir des images peut-être avant. Je trouve ça ridicule quand il n'y a pas une heure de diffusion télé, quoi. Pour moi, pour comprendre ce qui se passe à l'écran, il faut au moins une heure. Et là, on était dans les horaires. Alors, ils étaient un peu en avance par rapport à ce qui était prévu au niveau des horaires, mais bon, 25 km de course, voilà. Ça a été court pour comprendre tout ce qui se passait. Bon, cette chute. Encore une fois, pas les organisateurs. Certains m'ont reproché d'avoir beaucoup tapé sur les organisateurs de l'Étoile de Bessèges. Je vous avais dit, le début de saison, c'est mal organisé. Je vous avais parlé du Tour de la Provence. Dès la semaine dernière, je vous avais parlé du Tour de la Provence. Là, c'est inadmissible. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est inadmissible. Pour moi, c'est pire que l'Étoile de Bessèges. Parce que l'Étoile de Bessèges, il y a un phénomène que tu ne peux pas contrôler totalement, même si pour moi, tu peux mieux le gérer, c'est les automobilistes, qui est un phénomène que tu peux gérer quand même en amont et essayer d'anticiper en amont. Et c'est ça que j'ai reproché aux organisateurs de l'Étoile de Bessèges, c'est de ne pas avoir bien géré la situation à deux reprises. Pour moi, la première fois, déjà, on n'a pas parlé, on ne savait pas, même la conductrice sur la première action, si elle avait voulu forcer un passage. Moi, pour moi, il y avait la route n'était pas bloquée, donc pour moi, il y avait un problème de ce côté-là. Et la deuxième fois, le conducteur a voulu forcer la route. Mais dans ce cas-là, il fallait neutraliser en amont. Et c'est moi ça que je reprochais aux organisateurs de l'Étoile de Bessèges, c'est de ne pas avoir su gérer une situation qui était difficile 3-4 km en amont. C'est-à-dire que le mec, il a déjà essayé de forcer une fois le passage, tu préviens. Je préfère qu'une étape soit neutralisée pendant 5-6 km qu'ensuite le mec soit arrêté, parce que c'est pas normal qu'un conducteur comme ça essaye de forcer la route, mais encore une fois, je préfère ça, même s'il est énervé, pour moi, il faudrait aussi que les organisateurs comprennent que mettre un mot dans une boîte aux lettres peut-être un jour avant, c'est pas suffisant, qu'il faudrait peut-être prévenir en amont, beaucoup plus en amont pour que les gens puissent s'organiser. Et surtout quand c'est que la route du village, parce que il y a un certain qui m'ont dit oui, nous on met les mots dans les boîtes aux lettres. Je veux bien, mais un village c'est pas qu'une rue. Alors une course qui passe dans un village, ça perturbe tout le fonctionnement du village et tous les gens qui doivent traverser. Moi par exemple, pour aller aller d'un côté à l'autre, l'endroit où je traverse le plus, où je fais le plus de choses, faut que je traverse entièrement mon village. Je suis à un bout du village, faut que je traverse tout. Faut que je traverse tout. Si je sais pas qu'il y a une course cycliste ou il y a une course qui bloque complètement la route, il va falloir que je fasse un détour, et un détour pas petit, ça doit être un détour au moins de 20 minutes. C'est pas anodin quand tu as un rendez-vous chez le médecin, ça serait bien de prévenir tout le village, pas seulement les gens qui sont sur la route de la course, parce que ça emmerde plus que les gens qui sont sur le bord de la route. Aussi les gens qui sont aux 3-4 rues à côté, qui peuvent être impactés par cette course. Mais voilà, c'est ça que j'avais reproché à l'Étoile de Bessèges, c'était pour moi un manque d'organisation complet en interne. Là, pour moi, c'est limite de la mise en danger de la vie d'autrui. Pour moi, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui parce qu'un dodan, un organisateur, il doit savoir que c'est dangereux. Si c'est pas un organisateur de course qu'un dodan c'est dangereux, il arrête. Il fait autre chose.
Tu vois, parce que là, c'est pas normal. Là, j'espère qu'il y aura une enquête de l'UCI. Hein. Moi, j'espère qu'il y aura une enquête de l'UCI. Et j'espère que Israël va attaquer. Parce qu'on a eu un miracle quand même aujourd'hui. Hein. Du côté d'Ackerman, il s'en sort, il semblerait qu'avec des égratignures et des contusions. C'est un miracle qu'il n'ait pas de trauma crânien, c'est un miracle qu'il n'ait pas l'omoplate ou la clavicule. Hein. Ou même le poignet, parce que vu comment il tombe, il peut pas savoir là. Hein. Parce qu'il a été complètement déséquilibré par le dos d'âne. J'en avais déjà parlé il y a 2-3 ans avec le Tour de Burgos, qui était sur un dos d'âne encore plus prononcé, et en plus en descente, c'est encore pire les dos d'âne en descente, mais là c'est juste pas normal qu'on ait un dos d'âne. C'est juste pas normal. Et moi j'espère qu'il y aura des sanctions au niveau financier de la part de l'UCI envers les organisateurs, parce que c'est juste pas normal là ce qui s'est passé, mais aussi qu'il y aura une réflexion, si on peut, pour moi c'est mise en danger de la vie d'autrui. Là tu mets des gens en danger avec ce comportement-là. Il va falloir à un moment que les organisateurs comprennent qu'ils ont la sécurité des coureurs entre leurs mains. Et qu'il va falloir qu'ils le prennent en compte. Tu sais, c'est comme les gens en bagnole qui ne comprennent pas que quand tu conduis une bagnole, tu as un objet qui peut tuer entre tes mains. Et qu'il faut avoir conscience de ça quand tu conduis une bagnole. Et qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de ça quand ils conduisent une bagnole. Autant quand ils ont un couteau ou un pistolet, ils ont cette notion-là d'avoir un objet dangereux entre les mains. Autant quand tu as une voiture, il y en a beaucoup qui n'ont pas l'impression d'avoir un objet dangereux entre les mains. Et bien là, les organisateurs, si pour moi ils n'ont pas conscience qu'avec leurs décisions ou leur non-décision, ils peuvent mettre en danger les coureurs, pour moi, il faut qu'ils arrêtent. Je préfère, et je l'ai déjà répété sur l'étoile de Bessèges, mais je préfère avoir moins de courses dans l'année, mais des courses bien organisées, que de voir encore une action comme ça. Je trouve que ça, ce qu'on a vu avec le dos d'âne, ce qu'on a vu avec l'étoile de Bessèges, ça fait plus de mal au cyclisme que s'il n'y avait pas eu de course. Parce que là, je me dis, des parents d'un enfant qui vient de rentrer dans un club de cyclisme, ou d'un enfant qui va peut-être commencer à avoir un bon niveau dans le cyclisme, je me dis, il y a une chance sur deux pour qu'il fasse arrêter. Ou qu'il ne le lance pas dans le cyclisme, aussi. Parce qu'il voit des conneries tous les week-ends à la télévision. Donc, je pense que ces actions-là et ces organisateurs-là font plus de mal au cyclisme que de bien aujourd'hui. Alors, ils vont peut-être pleurer, il y a peut-être encore des gens dans les commentaires qui vont pleurer en me disant « Ah, les petits organisateurs ». Moi, je suis désolé. Si t'es petit organisateur, que t'es pas capable d'avoir le niveau... Tu sais, on demande aux coureurs d'être professionnels. Vous savez, dans le cyclisme, le dopage, on leur demande de savoir ce qu'il y a dans le contenu des produits. Je suis désolé, mais un organisateur de course professionnelle, il y a un minimum de standing à avoir. Si on n'est pas capable de tenir ce minimum de standing-là, on ne fait pas organisateur de course, on fait autre chose. C'est simple. Là, pour moi, un dos d'âne dans les 200 derniers mètres, ça ne doit pas exister. Et je me dis que l'organisateur, donc, ne comprend pas ça. Ça, c'est quand même extraordinaire. Que Thomas Voeckler, qui est porte-parole de la course, ne comprend pas ça non plus. Ça veut dire ? Parce que Thomas Voeckler, il a dû le voir à l'arrivée. Ou soit il n'est pas à l'arrivée, il est que porte-parole pour 2 jours dans l'année. Et il prend son chèque. Donc là, je suis assez énervé également contre Thomas Voeckler. Je suis énervé également contre la préfecture. Parce que tu vas pas me faire croire qu'à la préfecture, ils n'ont pas vu les dossiers de fermeture de route et voilà, ils auraient dû peut-être bloquer dans ce genre de situation en disant « Bah non, là c'est trop dangereux pour des coureurs cyclistes ». Je suis énervé aussi envers la préfecture. On doit totalement éviter ce genre de situation. Qu'on se retrouve dans ce genre de situation à ce moment-là, ce n'est pas normal. Moi, je suis désolé, mais là, je trouve que c'est inadmissible, mais encore pire que l'étoile de Bessèges. C'est vraiment pire que l'étoile de Bessèges parce que c'est totalement évitable. Tu vas pas me faire croire qu'à Arles, il n'y a pas une route où il n'y a pas un dos d'âne qui est suffisamment large pour accueillir une arrivée. Dans toutes les rues de Arles, il n'y a pas un endroit suffisamment large pour accueillir une arrivée où il n'y a pas de dos d'âne pendant au moins 2 km. Ah. C'est pas compliqué à regarder sur une route. Les organisateurs, normalement, ils roulent sur les routes de la course. Non. Là, pour moi, c'est inadmissible. C'est de la mise en danger. C'est de la mise en danger. C'est de la mise en danger, tout simplement, des coureurs cyclistes. Là. Et pour moi, ça doit être sanctionné, et sanctionné durement. Et je me pose même la question,
pour tout vous dire, si c'est pas sanctionné durement, mais si les organisateurs changent pas, je ne sais pas si je débrieferai cette course l'an prochain. Vraiment, parce que je trouve que l'organisation, depuis le départ, hein, depuis 2016, est catastrophique en termes de sécurité. Et je me pose de plus en plus de questions que sur toutes ces courses-là où je trouve que c'est mal organisé ou qu'il y a trop de danger, eh bien, je me pose la question si je vais encore les débriefer dans les années à venir. Vraiment. Parce que là, ça se reproduit quand même sur le Tour de la Provence. Hein. Depuis plusieurs années, on a des soucis d'organisation. Moi, je me demande vraiment si je vais continuer à débriefer cette épreuve. Parce que je trouve que quand je débriefe une épreuve, alors vous allez me dire, j'ai que 5000 abonnés, mais ça met en avant une course, alors que moi, là, aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie d'être sympathique avec les organisateurs et avec cette épreuve. J'ai vraiment pas envie d'être sympathique. Donc je me demande, voilà, et je me demande aussi si, est-ce que dans ce genre de cas, au bout d'un moment, les diffuseurs télé doivent continuer à soutenir ce genre d'épreuves qui ne sont pas capables d'organiser correctement. Je pense que... Et est-ce que les équipes doivent pas à un moment se dire, on arrête de venir sur ce type d'épreuve, on va sur d'autres courses. Voilà. Parce que moi, je commence à en avoir vraiment marre, ça me gonfle vraiment, hein, d'avoir des organisateurs qui ne sont pas foutus de faire quelque chose correctement. Je me dis également que du côté de l'UCI, il va peut-être falloir obliger les organisateurs... Je sais pas, moi je pense qu'il faut un moment classer les courses. Et que si les courses sont dangereuses, il faut les descendre dans la hiérarchie. C'est-à-dire que si tu as une course Pro Series qui est dangereuse, il faut la mettre en 2-1. S'ils ne sont pas capables de rectifier le tir, il faut la mettre en 2-2, il faut la faire descendre. C'est comme les coureurs aussi, comme les équipes. Aujourd'hui, hein, les équipes, si elle n'est pas assez forte, on la fait descendre en deuxième division. Je pense qu'il faudrait faire ça du côté des courses cyclistes. Et que les courses bien organisées, bien que l'UCI décide peut-être de leur donner un coup de pouce en les mettant Pro Series, en les mettant World Tour, quand l'organisation est correcte. Parce que là, ce n'est juste pas normal ce qu'on a vu encore aujourd'hui. Et le problème, c'est que depuis le début de saison, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Et ça serait bien que l'UCI commence à s'y intéresser à l'organisation des courses. Et que mette en place un comité qui regarde les arrivées des épreuves. Je le dis depuis des années, je réitère ma déclaration qu'on ait un comité avec d'anciens dirigeants d'équipe, d'anciens coureurs cyclistes, d'anciens organisateurs, notamment ou des organisateurs d'autres pays. Par exemple, si c'est une course en France, qu'on ait des organisateurs d'Italie, d'Allemagne, pas forcément des organisateurs français, et que sur ce type d'arrivée-là, eh bien on dise non, ça ne passe pas. Mais moi j'aurais aimé que ce soit la préfecture qui fasse ça, hein, parce que là, je trouve qu'il y a eu un énorme problème de la part de la préfecture. Mais les organisateurs, c'est juste pas possible. Là, pour moi, c'est criminel ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est criminel. Ils ont fait un truc. S'ils ne savaient pas que c'était dangereux, ils sont débiles. Vraiment, faut qu'ils achètent un cerveau. Faut qu'ils se connectent 2 secondes. Tu te connectes normalement 3 secondes les neurones. Tu comprends qu'un dos d'âne à 70 km/h, ça va mal se passer. Juste 2 secondes. Il n'y a pas besoin d'avoir une réflexion pendant 6 heures hein, pour comprendre ça. 2 secondes. Si t'es pas foutu de réfléchir pendant 2 secondes, je pense qu'il faut faire autre chose. Hein. Faut pas faire organisateur de course. Donc là, je suis, ce soir, vous l'avez bien compris, très énervé. Et je pense que ça risque de continuer avec cette colère et cet énervement de la part des organisateurs. Parce que c'est pas comme si hier, on a une voiture de direction de course, hein, les fameuses voitures des organisateurs, qui à un moment dépassent les coureurs en les tassant à moitié sur le bord de la route et qui ne savaient pas où se placer par rapport aux coureurs. On a eu déjà ça hier. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Et encore une fois, les années à venir, moi je me souviens d'un sprint remporté où Arnaud Démare avait fait 2, je ne sais plus, 1 ou 2. Ça doit être Tour de la Provence 2020-2021, où il y a des bordures de couloirs de bus qui ne sont pas annoncées alors qu'on est à 1,5 km de l'arrivée. Et que ça aurait pu être un carnage ce jour-là. Encore une fois sur le Tour de la Provence. L'année dernière sur le Tour de la Provence, l'arrivée qui est neutralisée, mais heureusement on peut même se dire qu'il y a eu de la pluie et que les mecs se sont dit on va peut-être neutraliser parce que l'arrivée sur le sec, ça ne passait pas lors de la première étape. Donc il y a un moment, il va peut-être falloir aussi que du côté de l'UCI, eh bien, on interdise peut-être à certaines personnes d'organiser des courses quand elles ne sont pas capables de le faire. Et ça serait bien que l'UCI, au bout d'un moment, s'attaque aux organisateurs. C'est ce que je souhaite depuis de nombreuses années. Allez, on passe tout de suite au coureur au top.
Attaque de Marlou! On passe au coureur au top, mais avant, j'ai oublié de vous préciser un truc aussi, dans mon énervement général. Faut savoir que j'ai regardé le roadbook de l'épreuve avant le départ. Je vous en avais même parlé lors de la présentation en vous disant le roadbook est mal fait. Sur le roadbook de cette dernière étape, j'avais regardé les 3 arrivées. Hein. Il n'est à aucun moment mentionné dans le dernier kilomètre un dodan. C'est marqué ligne droite. Et on n'a vraiment rien. Hein. Alors, regardez le roadbook si vous arrivez à le trouver sur internet. Mais vraiment, sinon je vous mettrai un lien si vous n'arrivez pas à l'avoir. Mais vraiment, regardez ça, regardez le roadbook de la dernière étape, et vous allez voir, de manière exceptionnelle, qu'il n'y a absolument rien indiqué. Et absolument pas de dodan. Alors peut-être sur le descriptif, vous savez, avec les horaires de la journée, mais je suis même pas sûr. Voilà, c'est du côté des organisateurs, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, ce serait bien de l'avoir en tête. Bon, du côté des coureurs au top aujourd'hui, Sam Bennett, hein, deuxième victoire en 3 jours. Deuxième victoire également pour un Décathlon G2R en forme. Sam Bennett, bien emmené par son équipe et surtout, il a été très doué. Il a été le long des barrières. Il a réussi à échapper à la chute. Aussi, parce que là aujourd'hui il fallait avoir de la chance par rapport à la chute, mais il a réussi à longer les barrières, il a trouvé encore une fois un trou de souris comme il y a 2 jours, et il a été extrêmement bon dans son sprint Sam Bennett, parce que Vandenberg il a absolument pas pu revenir, alors que Vandenberg on sait qu'il est plutôt en forme, donc c'est intéressant hein, le Sam Bennett là sur ce Tour de la Provence. Il faudra voir s'il arrive à confirmer un peu plus tard dans la saison, je sais pas quel est son programme. Tirreno Adriatico, faudra voir comment ça se déroulera à Tirreno Adriatico, mais là j'ai bien aimé ce que j'ai vu hein, du côté de ce Tour de la Provence pour Sam Bennett. J'ai trouvé ça très intéressant, voilà, sur cette étape aujourd'hui, où je trouve qu'il fait vraiment un bon sprint à l'intérieur. En plus c'était un sprint, c'était une étape qu'on avait eue l'an dernier, je me souviens pas même qu'on arrivait à côté d'un dodan, parce que ça m'aurait choqué l'an dernier, ou soit j'étais vraiment bourré, mais ça devait pas être la même ligne d'arrivée peut-être que l'an dernier, hein. Parce que j'ai pas souvenir qu'il y avait un dodan, mais peut-être que c'était une erreur de ma part. Mais voilà, sur cette étape du Tour de la Provence, il a été bon, Sam Bennett, est très efficace sur ce sprint, et à 34 ans, il a encore des bonnes jambes, hein. C'est encore puissant le Sam Bennett, il passe quand même mieux les bosses qu'avant, en plus, donc il a progressé dans ce domaine-là. Non, je me dis, Tirreno, il y aura du beau monde, hein, mais peut-être des coureurs qui seront un peu fatigués d'être allés à l'UAE Tour, ça peut libérer des espaces, et puis en avril, on le verra sur le Région Pays de la Loire Tour, avant un Tour d'Italie pour Sam Bennett, normalement prévu cette saison, et puis on le verra peut-être sur quelques classiques flandriennes. Un Gand-Wevelgem, par exemple, Sam Bennett, qui avait été dans une échappée une année, c'est peut-être un coureur que l'on verra sur cette épreuve-là. Mais j'ai bien aimé son sprint aujourd'hui, hein. Encore une belle intelligence, une belle vision de ce qui s'est passé. Deuxième coureur top. Koninge, c'est bien pour cette équipe. Je trouve que c'est un coureur qui mériterait d'aller dans une formation un petit peu plus élevée. Peut-être qu'on le verra chez Unibet l'an prochain, Alexander Koninge. Mais ça fait depuis 2 ans qu'il est chez Nice Métropole. J'avais déjà bien aimé ces 4 jours de Dunkerque l'an dernier, notamment, je vous en avais parlé. Là j'ai bien aimé ce qu'il a fait aujourd'hui, un bon petit sprint. Il n'avait pas eu forcément de gros résultats depuis le début de saison, hein, que ça soit en Espagne ou en France, et là je l'ai trouvé vraiment efficace dans son sprint. Il a vraiment réussi à trouver l'ouverture, et sur la fin je regardais face à Kubis, il arrive à déborder Kubis assez facilement, Alexander Koninge, donc ça c'est bien, et ça montre que c'est un sprinter qui va peut-être être de plus en plus intéressant. C'est vrai que ces 4 jours de Dunkerque l'an dernier, je les avais trouvés très bien. Il avait été bon également sur le Tour du Maroc, notamment. Également la saison dernière. Sur le Tour de la Provence, ça avait été plus compliqué. Mais là, il s'en est extrêmement bien sorti. Oui, parce que ça devait pas être la même arrivée, parce que l'an dernier, avec 183 km. Eh ouais. Donc ça me dit rien que c'était la même arrivée, mais peut-être que je me trompe, pourtant ça doit ressembler, hein. Ouais, entre les 2 cartes, hein, je suis en train de regarder, mais j'ai pas souvenir qu'il y avait
Il y avait un truc comme ça l'an dernier. Mais je regarde. Ouais, non, ça doit être un petit peu différent. Je sais pas, hein, de l'an dernier, mais j'avais pas souvenir qu'il y avait un dodan comme ça dans le dernier kilomètre. Faudra vérifier par rapport à l'arrivée d'il y a un an. Mais Alexander Conin jouait très très bon. Très très bon dans le final. Et puis lui aussi, j'espère le voir sur des courses françaises, notamment Région Pays de la Loire Tour. Ça peut être une course intéressante pour lui. Le voir peut-être à Cholet également, même si c'est un petit peu plus dur. Le voir également en 4 jours de Dunkerque. Voilà, pour Nice Métropole. Et puis ça ferait du bien pour Nice Métropole. Surtout que cette année, ils ont peut-être un peu plus d'ambition que les années précédentes, avec notamment l'arrivée de Jaakko Hänninen. Voilà, c'est une équipe qui peut peut-être obtenir des bons résultats sur cette saison. Il y avait déjà eu Andrea Missud qui avait pris la 8e place sur l'étape 4 de l'étoile de Bessèges cette saison. Donc ils ont déjà marqué quelques résultats en ce début de saison. On les verra sur la faune, sur la faune Ardèche et la Drôme classique. Je rappelle qu'il y a une époque où ils n'avaient pas pu y aller parce qu'ils n'avaient pas payé. Et puis Grand Prix de Denain, Cholet, au mois de mars, oui, la route Tourangelle, toutes les manches de Coupe de France. Il y aura Paris-Camembert en plus, il y aura la région Pays de la Loire Tour, parce que je rappelle que Paris-Camembert fait plus partie des courses de Coupe de France. Il y aura Paris-Chauny, Tour de Vendée, beaucoup de choses. Le Sibiu Cycling Tour aussi en juillet, pendant le Tour de France. La route d'Occitanie également qui est de retour après une année d'absence, la Mont Ventoux, enfin voilà, il y aura un beau programme pour cette formation, le Tour de Vendée également qui est de retour après un an d'absence aussi. Beau programme pour cette formation. Et puis je termine avec Garcia Pierna. C'est bien ce qu'il a tenté, Garcia Pierna, aujourd'hui. Il a tenté de prendre l'échappée, il est maillot blanc, il a voulu essayer d'aller chercher une meilleure place au classement général, prendre des bonifications. Aujourd'hui, c'était l'objectif. Bah oui, c'était bien joué. Alors le peloton aussi a bien contrôlé l'action. Mais encore une fois, Arkea, ils n'étaient pas venus avec un sprinter. Donc ils n'avaient pas grand chose à jouer sur cette semaine de compétition sans coureur vraiment suffisamment rapide. Par exemple Arnaud Démare pour aller chercher la gagne. Voilà, il leur manquait un sprinter dans cette équipe. Il n'y avait pas non plus Amaury Capiot par exemple qui aurait pu être intéressant, ou Luca Mozzato, ou même je pense à un Sénéchal par exemple, ou un Venturini. Donc ils se sont retrouvés sans ces coureurs-là. Donc oui, ils étaient un petit peu seuls voilà, pour le sprint. Et là, ça a été vraiment plutôt bien réalisé. Il y a Yann Biermans aussi parmi les coureurs rapides, parce qu'ils ont beaucoup de coureurs rapides dans cette formation, pardon. Et là, ils étaient sans ces coureurs-là. Donc c'est vrai qu'Ewan Costume, c'était pas suffisant. C'est vrai qu'hier, il court en plus un petit peu à contre-temps. Ewan Costume, il attaque beaucoup, mais pas forcément dans le bon timing. Là, je trouve que du côté de Raúl Garcia Pierna, c'était bien essayé aujourd'hui. Ça n'a pas marché. Mais bon, il gagne quand même un petit peu de secondes de bonification. Je crois qu'il gagne une place. Non, il gagne pas de place, pardon, en général, mais il en perd pas. Donc voilà, il finit 6ème, ça fait des points UCI du côté de cette formation. Donc voilà, bon, il a tenté, ça n'a pas marché. C'est dommageable, mais bon. Au moins, on a vu le maillot, puis on a vu le maillot blanc en plus de meilleur jeune de cette course. Donc voilà, il a montré le maillot. Il a tenté, il a été offensif. Je trouve que c'est un coureur qui est intéressant. Ça, je l'avais pas mis parmi mes favoris, mais je trouve que c'est un coureur qui est vraiment pas mal. Raúl Garcia Pierna. On le verra Ardèche Drôme classique Paris-Nice Milan-San Remo. Désormais, il avait fait 5ème à Serra Tramontana. Donc ouais, pas un mauvais début de saison pour lui, parce que 6ème du Tour de la Provence, 5ème à Serra Tramontana. 90 points aussi déjà de marqué pour lui. L'an dernier, il en avait marqué 256. Donc vous voyez qu'il est parti quand même plutôt sur un bon petit timing. Alors il avait été bon l'an dernier sur le Tour de la Provence, il avait fini 3ème. Et ensuite il était allé à Grand Camino, où il avait pris la 9ème place sur ces épreuves-là. C'est un coureur qui est encore jeune, seulement 23, il va bientôt avoir 24, ça va bientôt être son anniversaire. Mais ouais, c'est un coureur qui reste jeune, donc il faut aussi qu'il prenne son temps. Coureur qui est passé par la carte formale Lizarpe, Garcia Pierna, avant d'arriver chez Arkea l'an dernier. Et je trouve que ça fait partie des bons choix de recrutement du côté de cette formation. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne du jour.
Pour moi, Paul Penouet, je trouve que depuis le début de saison, c'est quand même pas incroyable les sprints qui réalise Paul Penouet. Là aujourd'hui, 5e, mais je me dis que bon, il y a quand même pas mal de coureurs qui ont été gênés par la chute. Derrière Coninges, derrière Cubis encore du côté de Paul Penouet. Bon, c'est un coureur qui, quand il a été recruté au départ, a été capable de faire des meilleures performances que ça. Pour l'instant, je trouve que c'est décevant sur les sprints de cette année. Un 3e à Bessèges, mais derrière Delis et Desmar, qui étaient les 2 seuls autres sprinters. Pour l'instant, il n'a pas réussi à battre des gros. C'est un peu le problème voilà, de Paul Penouet. Alors, l'année dernière a été une saison compliquée, hein, on le rappelle, mais il y avait eu quand même quelques résultats sur la dernière partie de saison, et même aux 4 jours de Dunkerque. Là, je trouve que c'est quand même vraiment faiblard ce qu'il propose pour le moment. Je m'attendais à mieux voilà, sur ce début de saison, en sachant qu'il a eu une vraie préparation par rapport à l'an dernier. 3e comme meilleur résultat, en sachant que Delis n'a pour l'instant gagné qu'une course, n'a pas été fantastique à la Classica de Almeria, et en sachant que bon, c'était Desmar et qu'on ne sait pas trop quel est le niveau de Desmar. C'est pas exceptionnel pour le moment ce que propose Paul Penouet, donc j'espère qu'il va retrouver un petit peu le sens du rythme, le sens de la gagne, parce que pour le moment c'est pas exceptionnel ce que nous propose le Français. Et moi je m'attends à mieux, voilà, je m'attends à mieux. C'est un coureur que j'ai trouvé très performant, notamment en 2023. Et c'est vrai qu'en 2024 il y a eu un coup d'arrêt, ça c'est clair et net. Mais c'est un jeune prometteur, faudrait pas que sa carrière de jeune prometteur se transforme en espoir qui n'a pas réussi à confirmer. Des fois la frontière entre les deux est assez faible. Je termine avec un dernier coureur, c'est Pedersen. Alors certes, Pedersen gagne ce Tour de la Provence. Certes, Pedersen a remporté une étape hier, mais sur les sprints, il a été transparent, Pedersen. La première étape, c'était pas ça. Battu au sprint avec il lance trop tôt. Là aujourd'hui, 9e, alors peut-être gêné par la chute. Je trouve aussi qu'il manquait, alors autant ça ne m'avait pas marqué lors de la première étape où je trouvais qu'il manquait pas de main d'œuvre. Là, je trouve qu'il manquait énormément de main d'œuvre. Et il bouffe du vent pendant, à partir de 3 bornes de l'arrivée, il mange du vent. Hein. Ils n'arrivent pas à le remonter aussi, je trouve, Pedersen. Donc ouais, pas convaincu. Voilà, pas le sprint de Mats Pedersen aujourd'hui. Certes, vainqueur du classement du sprint pour pas grand-chose, vainqueur également du classement général. Mais je pense qu'il est moins satisfait de ce Tour de la Provence 2025 qu'il pouvait l'être en 2024. Alors c'est peut-être dû également à un écart de forme pour le moment pour le coureur danois, parce que c'est vrai qu'il est moins en forme que l'an dernier, hein, j'ai l'impression. Donc on verra ce que ça donnera désormais pour lui. Mais là, j'ai pas trouvé son début de saison exceptionnel, voilà, pour ce coureur-là. Donc je m'attendais à mieux, voilà, et je suis un petit peu déçu, voilà, pour le moment du côté de Mats Pedersen. Donc on verra maintenant ce que ça donnera sur le reste de la saison. Allez, on regarde tout de suite les coureurs, pas du tout les coureurs au top, les différents classements pour conclure cette vidéo. Sur Sam Bennett, Vandenberg ou Lucas Koubis, mais ça c'est vraiment pas joué à grand chose. Du côté du classement de la montagne, c'est Damien Girard qui a gardé son avance face à Pedersen et Maximilien Juléard. Le maillot blanc, donc Raoul Garcia Pierna face à Thibaut Gruel et Lucas Benetto. De la Saint-Michel préférence Home Aubert 93. Et du côté du classement par équipe, la Lidl Trek devant Cofidis, Decathlon, Groupama et Unibet, qui je rappelle est désormais une équipe française, même si beaucoup de néerlandophones sont encore dans cette formation. Ça parle pas beaucoup français hein, chez Unibet. Allez, j'espère qu'on a tout dit sur cette course. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production, notamment dès demain, l'UAE Tour. Allez, ciao, ciao!